Bonjour tout le monde, bienvenue, re-bienvenue au Festival Twist. J'espère que vous appréciez votre journée. Merci d'être là pour la conférence sur les fibres exotiques. On a vraiment une belle heure devant nous. Là, je pense que tout le monde va apprendre un paquet de choses super intéressantes. Moi, je m'appelle Rachel. Je suis biologiste de formation, donc j'ai toujours un peu le sentiment d'imposteur quand je suis ici, mais je suis très contente d'être avec des gens vraiment talentueux, avec une expertise incroyable, qui vont se joindre pour notre table ronde. Donc, on va faire ça de façon assez informelle. Là, chaque personne va présenter un peu sa fibre spéciale, sa fibre qu'on maîtrise bien pendant une dizaine de minutes. Donc, c'est simplement de parler de... Vous pouvez parler de votre parcours, de comment la fibre, qu'est-ce qui est intéressant, comment on la récolte. Donc, vous êtes vraiment libre de votre discussion. Puis, si le public a des questions, bien, après, simplement nous faire signe, puis vous allez pouvoir poser votre question à la personne de votre choix. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais laisser la place à Myriam. Ben, en fait, je vais présenter les gens qui sont là. On a José de la Dame aux Angoras qui est avec nous et on a Myriam Rochon de Abi Abi qui est là. Donc, je lui laisse la parole. Bien, bienvenue à vous. Je vais vous parler aujourd'hui de... je me sens aussi un peu imposteur d'une autre façon, là. On dit fibre inusitée, fibre exotique. Puis là, c'est comme fibre comme du lin. C'est quand même pas si exotique, mais je trouve ça intéressant d'en parler dans le cadre d'un festival où est-ce que le tricot est quand même beaucoup à l'honneur. C'est-à-dire que moi, je file le lin, le coton, le lin et d'autres fibres de tige. Puis je trouve ça très intéressant au filage main parce que c'est quelque chose qu'on rencontre un peu moins souvent. Mais c'est avec le filage main de ces fibres végétales-là qu'on est capable d'aller chercher la plus belle qualité de fil, quelque chose qui va être plus difficile de façon industrielle. Donc, par rapport au lin, par exemple, une transformation manuelle du champ au fil, on est capable d'avoir ce qu'on appelle le lin peigné, ou en anglais, c'est hackled flax, où est-ce que la fibre, elle est super, super longue. Donc, cette qualité-là est incroyable par rapport à du lin qui a été transformé plus en industrie, ou des fois, il est même cotonisé, c'est-à-dire qu'on va tellement le transformer qu'on retrouve que ses particules élémentaires, ses cellules élémentaires, et quand il est filé, les caractéristiques du lin intrinsèques sont comme un peu disparues. Donc, c'est comme moins intéressant. Mais si on retourne à un filage à la main, c'est vraiment intéressant. Et c'est quand même quelque chose qui, ici, on a le climat idéal là, pour la culture du lin. On a perdu toutes nos industries de transformation. Mais c'est une fibre que j'espère un jour qu'on va voir revenir dans le paysage, plus que seulement pour la transformation de la graine, mais pour la fibre aussi. Sinon, le coton, ça, je me suis demandé, je dis, comment est-ce que je vais faire pour être capable de justifier mon usage du coton, considérant que c'est quand même une plante qui a besoin de beaucoup, beaucoup de nutriments et d'eau. Ça a créé des désastres environnementaux un petit peu partout dans le monde. L'usage de pesticides défoliants aussi pour la récolte. Mais donc, moi, ce que j'aime faire, c'est faire pousser mon coton à la maison. Et je fais pousser des petits cotons colorés, donc un peu à la manière de cette grande dame Sally Fox. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage fortement à aller voir son travail. Ça fait comme au-dessus de 40 ans qu'elle travaille en sélection variétale de coton qui poussent colorés, donc toute la partie teinture, on n'a pas besoin de la faire. Puis en plus, au fur et à mesure des lavages, cette couleur-là, elle s'approfondit, elle devient plus foncée. Donc c'est comme tout le contraire de ce qu'on s'imaginerait là aussi d'une teinture. Donc moi, parce que j'étais tellement inspirée par son travail, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire pousser du coton. Puis là, je me suis rappelé que j'étais au Québec. Mais bon, alors je fais pousser quelques plants à chaque été depuis à peu près 6 ans. Et ce qui est intéressant pour le filage, c'est que j'ai accès à une préparation qui ne se trouve pas vraiment sur le marché. C'est-à-dire que je peux filer à partir de la graine. Donc, vous savez, quand le fruit du coton, ça éclate comme ça, on prend le petit doudou, là, et il y a plein de petites graines. Alors, on prend chaque graine et on fait un petit soleil avec.
d'ailleurs, c'est très agréable à faire. Et ça dispose l'ensemble des fibres, sont alignées, sont préparées. Je n'ai pas besoin de carder, je n'ai pas besoin de rien faire d'autre que le fil se fait tout seul. Les propriétés agrippantes de la fibre, même si c'est super court, ça vient s'agripper. Je peux filer le coton comme ça. Sinon, je peux m'approvisionner aussi on peut quand même trouver des préparations commerciales de coton biologique américain. C'est comme quelque chose d'intéressant aussi. Mais fibre de coton, fibre de lin, enfilage à la main. On a accès, c'est ça, à la production de fils de haute qualité qui serait plus difficile, là, disons, d'avoir par des processus industriels. Ça, c'est mon take sur les fibres végétales. Super, merci. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance avait des questions pour Myriam? S'il vous plaît. Le lin, le coton. Oui. Pour le coton, dans le fond, ce qu'on va vouloir, c'est, comme la fibre est très, très courte, on ne peut pas venir faire un filage lissé parce qu'il faudrait le faire comme avec un microscope. Donc, ça prend aussi, comme c'est très court, une vitesse de rotation élevée ou de pédaler extrêmement vite. On veut vraiment ajouter énormément de torsion pour créer le fil, pour qu'il y ait cohésion entre les fibres. Donc, moi, je vais utiliser au rouet un ratio élevé pour que ça file vite et le moins de tension que je peux. Parce que si mon rouet il avale tout vraiment fort, mon fil va se casser. Je n'aurai pas le temps de faire mon fil puis de faire entrer assez de torsion. Donc, pour le rouet, ça fonctionne bien avec ces critères-là. Sinon, ça prend un fuseau supporté pour encore une fois que j'ai le temps d'ajouter assez de torsion pour avoir la cohésion de mon fil. Puis un bon fuseau un bon fuseau supporté pour ça, c'est les fuseaux comme les Takli indiens. Ils sont tout petits, ils sont en métal, ils ont un certain poids, donc le momentum, il est bon. Et ils tournent très, très, très vite, comme la pointe est tellement, tellement pointue. Et c'est quand même vraiment un outil idéal pour ça. Sinon, il y a des outils plus spécialisés. Si vraiment on veut se consacrer au filage du coton, on peut aller du côté des charcas ou du petit charca aussi, qui automatise, dans le fond, qui mécanise la rotation plutôt que de le faire au fuseau. Le fuseau, il tourne un peu comme une grande roue, là. C'est la version indienne. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, je pense que je vais juste le mentionner. La conférence est actuellement filmée, enregistrée. Donc, si vous avez une question, ben, ça serait génial d'avoir le micro pour que l'audience puisse entendre la dite question plus tard. Donc, on a quelqu'un d'autre à l'arrière. Bonjour, merci beaucoup pour les informations. C'est super intéressant. Vous disiez que vous faites pousser le coton à la maison. Oui. Où est-ce que vous vous approvisionnez pour les graines? Comme ça, de où est-ce que vous prenez les semences? Maintenant, je suis plutôt autosuffisante en semences, mais j'avais jadis commandé d'un semencier américain qui avait 3 cultivars de coton coloré. Maintenant, il n'en vend plus. Peut-être que c'est possible de contacter. C'est vrai ils ont un brevet, les semences de Sally Fox, mais comme n'importe quoi qui est assez niché, des fois, c'est d'aller fouiller puis de rencontrer des gens un peu, ou d'écrire à des gens qui ont des pratiques similaires puis leur demander des semences. De toute façon, les semences, dans ma tête, ça devrait toujours être comme ça. Tu partages. Ouais. Donc, tu peux m'écrire. OK, c'est bon, merci. Est-ce qu'on avait quelqu'un d'autre qui a une question pour Myriam? Oui. Tout à l'heure, tu parlais des caractéristiques intrinsèques du lin qui n'apparaissent pas dans le mécanisé puis le process industriel. C'est quoi ces propriétés-là? Mais dans le fond, la différence entre un lin qui a été... C'est surtout la différence entre le lin qui a été cotonisé puis le lin, dans le fond, il y a la brillance, il y a la résistance à l'abrasion,
C'est vraiment, dans le fond, c'est on va avoir un produit. Ça arrive souvent dans les jerseys, dans le fond. Tu sais, des fois, ça va être écrit un pourcentage de lin avec un pourcentage de coton. Puis c'est un produit qui va avoir une moins grande longévité qu'un produit avec un lin de... Tu sais, je veux dire, on a encore des artefacts de lin qui ont été transformés à la main que c'est encore intact, là, puis c'est des guenilles, là. C'est des choses qui ont vécu, là, qui ont du vécu. Puis un lin cotonisé, ça n'aura pas une aussi longue durée de vie, là, au niveau de la qualité. Ouais. Merci beaucoup, Myriam. C'est vraiment intéressant et passionnant. Surtout qu'il y a tellement une grande histoire, justement. Tu sais, le lin au Québec, c'est tellement présent. Puis là, maintenant, c'est dur à trouver. C'est le fun de voir des artisans qui gardent ce savoir-là en vie puis qui continuent de le partager. Donc, pour continuer, en fait, c'est moi qui vous parle aujourd'hui de Kiviut. Donc, cette jolie fibre très fluffy, extrêmement douce, qui vient du bœuf musqué. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un bœuf musqué? À peu près, oui. Bon, j'oublie toujours je devrais me traîner. Il y a un petit pictogramme là, ici sur un écheveau que j'ai, mais c'est un grand herbivore de l'Arctique. Donc, ça a l'air d'une grosse vache poilue, si je pourrais dire, même si c'est plus proche de la chèvre. Et moi, je suis tombée dans le monde de la fibre un peu par accident. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai étudié, en fond, le bœuf musqué. Donc, j'ai fait une maîtrise en biologie sur le bœuf musqué. C'est un animal qui a été introduit dans le nord du Québec. Donc, il n'y avait pas de bœuf musqué avant. Et dans les années 70, il y a des gens qui ont eu des idées original, disons, c'est-à-dire d'implanter une ferme de bœuf musqué à Coudjouac, donc dans le but de faire un développement, un projet socio-économique, que les femmes inuites puissent récolter la fibre, filer la fibre et vendre des tricots. C'est un projet qui va fonctionner quelques années, mais qui perdurera pas dans le temps. Et le gouvernement du Québec, dans les fins des années 70, début des années 80, va décider de simplement laisser les bœufs musqués en liberté. Donc, des 54 bœufs musqués qu'il y avait dans la ferme, qu'on a laissés libres au Nunavik, donc dans la toundra, maintenant, on en retrouve plus de 7000. Donc, c'est un animal qui s'est vraiment très bien adapté au nord du Québec. Et l'objectif de ma maîtrise, c'était comme de m'intéresser si les bœufs musqués avaient une influence sur les plantes. Donc, dans le cadre de mes études, je touchais même pas à l'animal en soi, je touchais pas à la laine, mais qu'est-ce qu'il y avait partout dans mes plantes où j'allais échantillonner? Il y avait ceci. Donc, j'ai pas le choix de le ramasser parce que c'est tellement doux, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. Quand on est sur le terrain, on a froid. Moi, je m'en mettais dans les mitaines, dans mes poches. C'est vraiment génial comme fibre. Et là, à force d'échantillonner les plantes de toundra, je me suis ramassée avec un sac, un assez gros sac de fibres. Puis, lorsque j'ai fait un stage en Norvège, c'est des biologistes norvégiens qui m'ont dit, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est une fibre d'une très grande valeur, avec des caractéristiques exceptionnelles. Il faut que ce projet-là soit partagé avec les Inuits. Il faut que les gens de ce lieu-là puissent en bénéficier. Donc, par accident, au retour du Québec, je me suis mis à m'intéresser à ça et de façon plutôt autodidacte, là, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu de prof. C'est pour ça que je suis toujours un peu intimidée lorsque je viens ici, mais j'adore ça. Les gens sont tellement fins, puis j'apprends tout le temps. Et les femmes inuites m'ont demandé de revenir dans leur communauté pour leur enseigner, en fait, tout ce qu'on pouvait faire avec la fibre pour qu'elles puissent s'approprier cette nouvelle ressource-là, qui est d'une grande valeur, donc tant d'une grande valeur textile, c'est une fibre exceptionnelle, mais aussi une fibre qui se vend très cher. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur... si vous cherchez Kiviut, en fait, ça se prononce Riviut en Inuktitut. Mais c'est vendu très cher sur le marché, d'abord parce que c'est très rare. C'est un animal du Haut-Arctique canadien, mais aussi, il y en a aux États-Unis, en Russie. Ça se trouve difficilement. Et la fibre se récolte principalement des peaux des bœufs musqués. Donc, ils vont être chassés par les communautés inuites en hiver. Et on va brosser la peau avec une brosse à chien, une fourchette. Il y a toutes sortes d'instruments qui sont vraiment faciles d'utilisation. Et on va récolter ce petit nuage de douceur exceptionnelle.
Et désormais, on retrouve de plus en plus de petites entreprises qui vendent du kivyut. Donc, on a Nunavut Kivyut, on en a en Alaska. Il y a une coopérative de femmes autochtones qui récoltent la laine, la tricotent, vendent des produits exceptionnels comme ça ici. J'ai été en Alaska en mai dernier, justement, puis j'ai pu... en tout cas, j'étais épatée par leur travail, puis par une coopérative qui existe depuis les années 60. Donc, puis là, pour vous parler de la fibre, évidemment, ben c'est une fibre, c'est ça, très douce, très chaude. On l'a dit, 8 fois plus chaude que de la laine de mouton. Je ne sais pas exactement d'où vient cette source-là, mais j'ai l'impression que c'est vraiment de par sa légèreté. Là, ça tient au chaud beaucoup, puis tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup pour que ça te garde au chaud. C'est une fibre qui est assez courte. Donc, souvent, les gens ils me disaient, mon Dieu, là, comment ça, tu files avec du kivyut? Les gens étaient surpris. Mais même si c'est une fibre courte, moi, je trouve que c'est super facile à filer parce que ça colle ensemble comme un peu là, de la toile d'araignée. Ça vraiment... moi, je trouve ça assez facile. Là. Il y a beaucoup de cohésion dans ces fibres-là. Puis j'ai bien de la misère à filer de la laine de mouton. Fait que... va falloir que j'apprenne. Mais c'est ça. Puis c'est une fibre qui ne feutre pas. C'est une fibre qui ne rétrécit pas au lavage. Donc, vous pouvez là, la brasser, vous pouvez là, la mettre dans l'eau chaude. Il n'y a pas de problème. C'est pas comme la laine de mouton qui va vraiment feutrer rapidement. C'est une laine qui est pas, en fait, qui demande très peu d'entretien. C'est-à-dire que lorsqu'on la récolte, si on pense à du mouton, il y a l'anoline, c'est très gras, c'est très bon. Il va falloir qu'on fasse un lavage. Il y a souvent de la végétation, toutes sortes de choses. Ça, c'est brut. Là. Donc, j'ai brossé une peau, puis on récolte quelque chose comme ça. Ça sent rien. Ça sent le petit minou doux. Je ne sais pas comment l'expliquer, le vent de la toundra, parce que le bœuf musqué, il se fait vanter pas mal tout le temps. Puis, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là, c'est pas gras du tout, donc c'est ça, ça explique l'absence d'odeur. Il y a des poils de garde, en fait. C'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le bœuf musqué, quand on voit un bœuf musqué, c'est un animal avec des grands poils longs, assez raides. Là, on peut penser, bon, mes cheveux, ça pourrait être des poils de bœuf musqué, mais à l'intérieur se cache le petit nuage chaud. Et lorsqu'on récolte, lorsqu'on brosse une peau, ben c'est ça, on va avoir quelques poils un peu plus épais qu'on veut retirer avant de le filer, parce que c'est le fun d'avoir... Le but là, du kivyut, c'est d'avoir quelque chose d'incroyablement doux puis chaud, puis ça serait tannant d'avoir des petits piquants une fois de temps en temps. Mais c'est pas la fin du monde s'il reste un peu de fibre, parce que à quelque part, ça peut donner une solidité supplémentaire à la fibre. Puis les fibres de kivyut, donc plus on porte un vêtement, un bandeau, une tuque, plus on le porte, plus les fibres vont s'ouvrir. Donc plus le fluff va être à l'extérieur. Donc c'est moins grave s'il y a une fibre à l'intérieur qui n'est pas pure kivyut. Même que les gens, ils vont mélanger. Ça, c'est un exemple. Donc, il y a une ferme de bœuf musqué en Alaska. C'est un exemple de fibre soie et kivyut. Vous viendrez toucher ça. C'est absolument exceptionnel. Moi, je voudrais être habillée quand ça. Mais en fait, lorsqu'on mélange du kivyut avec une autre fibre, on obtient un peu le meilleur des deux mondes. Donc, c'est 1 + 1 = 3. Si on le mélange avec la laine de mouton, on va avoir justement la solidité du mouton, la mémoire aussi, puisque le kivyut, ça n'a pas tant de mémoire, mais on va avoir la douceur, la légèreté, la chaleur, le fluff là, du kivyut. Donc, c'est vraiment une fibre géniale. Ça se teint. Ça, c'est la fibre qui va être un peu bleachée au soleil. Là, lorsque le bœuf musqué il perd son manteau isolant à chaque printemps. Donc, c'est ça qu'on va retrouver dans les arbustes. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis vraiment en collaboration avec les communautés inuites là-dessus. Je me promène de communauté, puis j'enseigne avec les femmes. On partage un peu nos savoirs. Puis, c'est ça. Donc, j'ai pas de kiosque. Je suis pas très... on n'est pas dans la vente encore. Peut-être que dans le futur, justement, ces femmes-là vont vouloir agrandir le projet, mais présentement, c'est vraiment pour s'approprier la fibre. Qu'est-ce que je peux faire chez moi? T'sais, les matériaux coûtent cher. Est-ce que je peux rembourrer mon manteau en kivyut? Absolument. Est-ce que je peux filer à la maison? Oui. Il y a des petits e-spinners, ça fait un travail génial au fuseau. Donc, voilà, c'était l'introduction au kivyut que j'avais pour vous. Est-ce que vous avez des questions?
Mon garçon a une peau de bœuf musqué. Wow. Il y a des frisettes, il y Ouais. a des cheveux. Dans le fond, c'est les frisettes qu'on se trouve à brosser. C'est Vraiment, si vous ouvrez, lorsqu'on a une Ouais. peau, on le voit pas, là, mais il faut ouvrir Ouais. vraiment les fibres, puis on va voir là, le petit nuage un peu gris-brun qu'il faut brosser. Puis dans le fond, on veut vraiment quasiment toucher la peau avec la brosse là, ou avec le peigne, puis remonter de façon parallèle. Donc là, on va avoir moins de poils de garde enlevés après dans la fibre. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Je ne veux pas prendre la place de personne vu que j'ai déjà posé une question, s'il y en a qui ont d'autres questions. Mais en fait, c'est plus un commentaire parce que je me demandais si, pendant vos voyages en Alaska, vous avez pu visiter plus dans le sud-est de l'Alaska, les communautés Tlingit qui font justement, ils récoltent de la fibre, c'est plus comme des chefs de montagne. Puis c'est avec cette fibre-là qu'ils tissent les couvertures Tlingit, les couvertures Chilkat qu'on retrouve. Alors, en tout cas, je voulais juste le mentionner parce que ça me fait penser à votre projet. Ben oui, mais c'est vraiment intéressant. Non, moi, j'ai pas eu la chance d'aller les voir, mais c'est ça, c'est que ça fait partie justement des traditions des communautés autochtones d'utiliser les fibres locales, que ce soit les chefs de montagne qui ont vraiment un super poil. Là, je pense que c'est un peu comme le bœuf musqué, c'est plus proche de la chèvre, ça y ressemble beaucoup, mais non, mais c'est vraiment génial de voir comment les communautés s'approprient un peu justement les fibres puis comment elles vont l'utiliser dans leur textile. Donc, je pense qu'on a parlé de Kiviut suffisamment, à moins que quelqu'un ait une autre question. Moi, je reste après, là, si vous pouvez venir me parler puis taponner ce que j'ai en avant, vous êtes les bienvenus. On va continuer avec Josée, qui est la dame aux Angoras. Donc, on va apprendre plus sur le lapin Angora. Moi, j'y connais pas beaucoup, donc j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Oui, je suis la dame aux Angoras. J'élève depuis presque une vingtaine d'années l'Angora anglais. Pour faire un petit peu situé, il y a 5 races d'Angora, de lapins Angora. Il y a l'Angora anglais, celui qui a du poil partout, les pattes, le dessous, la face. Il y a juste le bout du nez où il n'y a pas de poil. Il y a le français qui lui, n'a pas de poil dans la face, il n'y a pas de poil aux pattes. Il y a le géant qui est un peu un mélange des deux. Et le satin qui n'a pas de poil non plus dans la face, mais qui a une fibre satinée. Le satin n'est pas un très gros producteur de fibres. C'est un lapin qui pèse à peu près une dizaine de livres, adulte. Le géant peut aller jusqu'à 20 livres. Évidemment, c'est un méga producteur de fibres. Le français, c'est le plus gros producteur de fibres pour un poids d'une dizaine de livres. Et c'est le seul qui, historiquement, peut être épilé. Donc, on voit ça. Des fois, on voit qu'on a l'impression qu'il arrache le poil du... Mais le français, lui, une fois par 3 mois, 4 mois, le poil est relâché, le nouveau poil pousse et on peut enlever, épiler le poil. Et c'est ce qui donne la fibre la plus le fun à filer directement, ce qu'on appelle from the cloud. Donc, on prend le poil. Des fois, on a vu ça. Là, il y a beaucoup qui sont venus me voir, puis que la personne a le rouet en avant d'elle et le lapin sur les genoux. Et, bon. L'anglais qui est le plus petit. C'est un lapin qui fait à peu près 7 livres adultes. Les femelles peuvent l'avaler jusqu'à 7,5-8. C'est le plus petit. Et à l'origine, il y avait du épilable et du non épilable, des lignées qui étaient travaillées. Et moi, je dois vous dire, je viens du milieu. Mon premier contact avec l'Angora a été à travers l'élevage pour faire du show de lapin, donc des jugements de lapin. Et les gens qui élevaient l'Angora anglais il y a eu une dominance du non-épilable parce qu'on est capable d'amener un lapin avec un manteau très long qui a l'âge de entre 8 et 12 mois. Ce qui n'est pas possible si on a un épilable. Les Français qui font du show de lapin, le manteau est relâché à tous les 3 mois. Donc, ce qu'ils présentent, il faut qu'ils amènent le lapin en show. C'est du lait entre les pertes de poils. Donc, moi, j'élevais. Je me promenais avec des lapins qui avaient de plus en plus une fibre exceptionnelle parce que la moitié des points va sur la fibre. Donc, si je n'ai pas la fibre, ça ne me donne rien de me présenter. Je vais toujours être en queue de peloton. C'est pas intéressant.
Alors, et j'ai rencontré des gens d'autres éleveurs qui... Je fais partie d'une petite communauté là, d'éleveurs d'Angora. Et la fibre était de plus en plus exceptionnelle et abondante. On est jugé sur la qualité, donc la texture, il faut que ce soit une texture soyeuse. Il y a des poils de garde, mais on ne les sent pas quand on les voit, mais on ne les sent pas quand on touche. Et il faut que la densité soit immense. Donc, on ouvre le lapin et on voit à peine la peau dans le fond. Il faut que ce soit... Donc, ça, c'est mes lapins. Bon, je faisais beaucoup de choses, j'en fais un peu moins, mais j'ai encore cette passion-là des lapins. Et j'ai, avec les années, accumulé des toisons, de la fibre et de la fibre et de la fibre. À un moment donné, j'ai dit, bon, OK, il y a peut-être une quinzaine d'années, ben là, je vais commencer à filer. Et c'était un petit peu moins populaire que celle-là aujourd'hui. Donc, j'ai commencé on a essayé de me faire filer du mouton. Moi, c'est du lapin que je voulais filer. Alors, j'ai commencé à filer le lapin et c'est comme ça que j'ai développé là, l'expertise de la Dame aux Angora. Le lapin, il se file la toison, la fibre n'a pas besoin d'être mélangée pour être filée. C'est sûr qu'on arrive, je pourrais vous mettre ça ici tantôt, il y a du 100%, il y a de la fibre mélangée et il y a de la fibre mêlée avec des fibres luxueuses comme la soie. Donc, c'est une fibre qui peut, selon le projet qu'on peut faire, se mêler à des pourcentages variés. C'est sûr que c'est toujours une fibre qui peut être très, très courte, qui peut être d'une grandeur moyenne, donc entre 2 pouces et demi et 3 pouces et demi, ou qui peut être très longue, donc au-delà de 3 pouces et demi, selon l'âge du lapin. Parce que, je vous disais tantôt, il ne relâchera pas son manteau. Donc, je rase un lapin et j'attends 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça va bien. On garde toujours le manteau. Moi, je ne brosse pas le dos du lapin. Je passe un blower à chien pour garder le plus de densité possible. Et on peut arriver avec une fibre qui est très longue. Donc, c'est possible selon ce qu'on veut faire avec. C'est une fibre qui est glissante, qui n'est pas nécessairement facile à filer, mais il s'agit de la mêler avec quelque chose pour la rendre peut-être plus accessible. J'aime pas le mot facile et difficile, mais la rendre plus accessible. C'est une fibre c'est sûr que moi, je suis assise dedans. En bas de 40 % on dirait que je ne le sens pas parce que je suis assise dedans. Mais il y a des mélanges qui sont en deçà de ça et qui peuvent rendre le mélange intéressant et très, très accessible. Ce que je recommande toujours, c'est de le mélanger avec quelque chose de fin qui se compare au niveau de la grosseur. C'est un peu comme avoir des cailloux et du sable dans la main, puis penser qu'on va verser, puis qu'il y a égal de cailloux puis de sable qui va tomber. Et non, on se ramasse avec des cailloux dans la main, le sable est tout parti. Donc, si notre fibre est trop grosse, ben on va se ramasser avec la fibre fine va passer et on va se ramasser juste avec la fibre plus grossière. C'est sûr que j'ai mes mélanges de prédilection, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va aller dans ce sens-là. Mais moi, mélanger avec de la soie, j'adore ça. Mélanger avec des moutons qui sont très, très fins, j'adore ça. Avec l'alpaga, j'adore ça. J'ai jamais mélangé avec le kiviut. Peut-être que je devrais essayer. Mais c'est ça. C'est comme ça que je le fais. Et j'arrive à filer. Les fils, bon, j'ai des gens qui l'ont tricoté. Moi, je ne suis pas une immense tricoteuse. Là. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur quand on parle de tricot. Là. À l'endroit, à l'envers, ça va, mais pas plus loin que ça. Mais j'ai commencé le tissage et j'ai commencé à incorporer mes fils au tissage. Et c'est une manière merveilleuse parce que ça n'en prend comme pas beaucoup. Et selon la grosseur, ben, on peut mettre un fil pour les tisserandes ici, on peut mettre un fil de liaison. Et ça permet d'allonger la chose. Et ça rend... On n'est pas obligé de le mettre en chaîne. Mettre ça en chaîne, il faut vraiment y aller sur un métier de table ou encore comment on appelle ça? Métier Avenger? Les métiers juste avec le petit peigne en haut et en bas, pour avoir moins de pression sur la fibre. Et c'est surtout qu'elle n'est pas pas nécessairement tout égale comme un fil, un tencel 2/8, par exemple. Donc, c'est une manière de l'utiliser. Il y a du feutrage, je n'ai pas d'exemple, mais je sais que c'est utilisé en feutrage aussi pour faire des petits gants fins.
c'est sûr, on prend une fibre fine, le moelleux, le doux, le luxueux, le somptueux, il reste n'importe où on l'amène, il reste là. Donc, c'est aussi une manière de le faire, de l'utiliser. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les fibres de couleur naturelle. Et on s'entend, peu importe la race d'Angora. J'ai parlé de 5 races tantôt. La 5e, c'est l'allemand. L'allemand, en Amérique du Nord, c'est comme un hybride le géant, des fois, est considéré comme passe dans l'allemand parce que l'allemand, le premier critère, c'est la quantité de fibres qu'il va produire. Mais toutes les fibres Angora, quand on vient pour les teindre, la difficulté numéro 1, c'est essaye de mouiller. On plonge ça dans l'eau, ça se mouille pas, ça veut pas se mouiller. C'est la réfractaire, le côté réfractaire de la surface et donc c'est le défi numéro 1. Par la suite, il n'y a pas de problème, ça réagit comme une autre fibre et à cause de ça, il ne faut pas se frustrer quand on a des petits cocons de fibre qui est restée sèche puis qui est encore blanche. Ça vient avec. Et de toute façon, pour avoir été mouillé, peu importe la longueur de la fibre, il faut traiter, il faut soit peigner, soit carder. Donc, ça se fait bien. Je le fais avec, moi, les fibres. J'essaie de valoriser 100% de ce que je récolte. Donc, moi, j'ai opté pour une gradation, c'est-à-dire que quand j'ai de la belle fibre de 3 pouces et demi à 5 pouces, 6 pouces, moi, je garde ça. J'appelle ça mon grade numéro 1. Je garde ça pour mettre sur des peignes parce que j'adore le fil worsted et j'adore la fibre peignée. Et tu peignes ça, tu t'en vas au rouet, tu files directement du peigne. Tu n'enlèves même pas ça. Tu vas perdre trop de... Et ce qui reste, on peut le garder pour être cardé ou pour faire autre chose. Le grade numéro 2, c'est ce qui est utilisé la majorité du temps pour le carder, pour mêler avec d'autres fibres. Et c'est ce que je vends, grade 1, grade 2. Le grade 3 est ce que j'appelle le non-select. Je garde ça pour mes expérimentations. C'est de la fibre qui est plus courte. La qualité est la même. Moi, je ne vends pas de poils de patte, je ne vends pas de poils de dessous, je ne vends pas de poils de face. C'est uniquement le champignon, le dos et les côtés. C'est juste ça que je récolte. Le reste, souvent, mes gros producteurs de fibres sont rasés. Je leur rase la face régulièrement parce que le plus gros de l'entretien, c'est la face et les pattes. Donc, je rase ça. C'est pas intéressant comme fibre. De toute façon, le lapin est toujours comme un peu replié. Ça a tendance à s'agglomérer. C'est pas intéressant. Donc, c'est ça. Je garde le 3 et le non-select. Mais le non-select, il peut être très court. Donc, on peut l'utiliser, faire le teindre. Donc, il est plus facile après ça à séparer. On le mêle avec d'autres fibres. Et c'est ça. C'est juste beaucoup de fun, beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir à filer. Moi, je suis là pour faire découvrir à tout le monde. Faut que tout le monde essaie au moins une fois dans sa vie. Si on file, il faut filer de l'Angora. Que ce soit directement avec la fibre crue ou encore mélangée, ou chacun à son niveau, mais il faut essayer de filer de l'Angora. Ça apporte beaucoup de joie dans le filage. Alors, c'est tout ma présentation. Merci, Josée. Wow, on est tous convaincus maintenant. On a tous le goût d'avoir un peu de fil. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances aussi entre les fibres très fines. Là, tu parlais justement de... Par contre, l'Angora va feutrer, alors que toi, ça feutre pas. Non, ça feutre pas. Bon, c'est intéressant, ça aussi. Oui. C'est ça. Chaque fibre a ses petites particularités, là, ses caractéristiques. Est-ce que quelqu'un avait des questions? Une question pour Josée? Oui, encore moi. Les fibres, parce que je suis débutante quand même, les fibres, là, est-ce qu'ils ont beaucoup d'ondulation? Je ne sais pas c'est quoi le vrai terme. Ou si c'est Ondulation. Ondulation, OK. L'Angora, quand je parlais tantôt là, sur une table dans le jugement, je n'ai pas parlé, mais le crimp, la petite ondulation, plus t'en as, mieux c'est. Mais c'est sûr que l'Angora, comparé à... pas moi, un merino, c'est sûr que ça semble ne pas avoir de crimp, mais il y a quand même présente un crimp. C'est pas une fibre qui a énormément de mémoire, mais utilisée, moi je dis toujours, faites-vous pas un chandail en Angora, là. Faites-vous juste un col ou l'effet wow, le confort, faites-vous un petit quelque chose, mais pas un chandail. Un chandail, vous allez dépenser des milliers de dollars à acheter de la fibre ou même à la filer, et vous n'aurez pas cet effet-là, wow. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question?
Non. Ben, Je vais peut-être en savoir plus sur comment on récolte. Je comprends qu'on le tond une fois par année. Non. Non, c'est pas Le ça. premier, quand j'amène des animaux, j'ai toujours une cohorte. Maintenant, je ne sors plus beaucoup au Québec dans les shows de lapins. De toute façon, ils ne veulent pas me voir. Parce que c'est comme, ah non, pas elle avec ses grosses chaussettes. Elle va tout gonfler encore. Parce que c'est ce qui se passe dans les dernières années. Le COVID a été, si on exclut le COVID, mais depuis 2016, j'arrive. Il y a 3 jugements, best in show, best in show, best in show. Et c'est pas le fun de, tu sais, je vais laisser la chance à d'autres. Donc, j'aide, je suis bénévole, je fais plein de choses. Mais j'ai un show. On appelle ça la grande danse, nous, dans le milieu de l'Angora, parce que je ne suis pas la seule à faire ça. C'est la Convention américaine. Et je prépare mes lapins, ils sont au mois de novembre, je sors mon fichier Excel. Et là, OK, je vais avoir un 8 mois, donc il faut que j'accouple à telle date pour qu'elle mette bas à telle date. Ça, c'est le côté facile de l'Angora. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de... Il s'agit que la femelle soit réceptive, parce que c'est elle qui décide. Si la femelle veut rien savoir, il n'y a rien qui se passe. Et le mâle, tout ce qu'il peut faire, lui, c'est être disponible. Donc, on pense que c'est les mâles qui sont le lapin chaud. Non, non, non. C'est juste parce que, ferme pas tes yeux, regarde-les, parce que ça peut prendre 30 secondes et c'est fini, c'est fait. Et 28 jours après, tu as une portée. Donc, moi, tout est cédulé d'avance. Moi, je vais avoir un animal de tel âge, à tel moment, c'est cédulé. Et je m'organise toujours pour avoir, un 11 mois, un 10 mois, un 1 mois, un 8 mois, un 7 mois. Je ne présente jamais de junior. Junior, c'est en bas de 6 mois. Je n'en présente pas. Je me concentre sur les adultes. Donc, à un moment donné, quelque part durant l'été, j'ai une cohorte qui peut s'élever à 10, 12 lapins. Ça, c'est 10 heures, 12 heures minimum par semaine passées à faire du toilettage. Pour ces lapins-là. J'en ai quand même d'autres où il faut que je... Mais c'est ça. Donc, de cette cohorte-là, je vais en amener peut-être 2, 3. Donc, j'ai des lapins qui ont des manteaux complets, des manteaux qui font 6, 7, 8 pouces. Ils ont 10 mois. Je pars en convention puis ils sont encore beaux, je les laisse là. Et quand je reviens de la convention, là, je regarde et là, j'ai le premier manteau. Et pour une raison que je ne peux pas vous expliquer, ce premier manteau-là qui a été chouchouté depuis l'âge de 12 semaines, c'est de la fibre incroyable. Tout est là, le soyeux est là, tout est bien balancé et elle n'a jamais été, les poils ne sont jamais comme collés ensemble, tout est toujours parfait. Donc, c'est un manteau incroyable. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est vraiment précieux. Bon, je récolte, je dois raser. Et quand je rase, je rase à la peau. Moi, mes animaux ont la chance d'être au chaud l'hiver et à l'air climatisé ou à la super ventilation l'été, parce que je veux pas garder mes lapins l'été à 20 degrés. Il fait 30 degrés dans la maison, il fait 25 degrés dans le clapier. Et c'est toujours comme ça. Ils couchent plus au frais que moi. Mais donc, je les rase à la peau. Je rase le plus ras possible. Et là, je peux voir si c'est une femelle. Je vois la conformation, comment tout le body est. Et là, je lui essaie de lui trouver un copain qui va complémenter. C'est ça, l'élevage dans un breed with a purpose, ils disent. Alors, et par la suite, j'ai longtemps coupé au ciseau. Parce que c'était, pour moi, la manière beaucoup plus facile. Je n'avais pas trouvé encore la tondeuse là, qui me fasse une belle job. Et j'ai développé quand même des douleurs après des centaines de coupes. J'ai développé des douleurs et j'ai voulu adopter je me suis trouvé un ciseau, une tondeuse qui me fait une belle job. Donc, le dos, je le récolte à la tondeuse. Un angora en plein manteau, là, mon lapin de chaud, là, c'est parce que c'est sûr que cette fibre-là, je la mets pas dans un sac en plastique. Je vais la placer. J'ai des boîtes, là, je la place là, toute bien cordée pour être capable de faire du peignage. Ça, je vais le peigner. Et c'est ça, c'est rasé. Mais ça prend 1h30, 2 heures. Et je suis très habituée, là. Donc, une fois. Là, je le renvoie et je regarde. J'ai un mâle présentement, il ne s'est jamais reproduit parce qu'il manque un peu de force à l'épaule, mais il a une fibre incroyable. Puis, c'est un petit gars propre. J'ai pas besoin de
le toiletter une fois par semaine. Je peux passer. Donc, lui, je le rase 2 fois par année. Il y en a que je vais raser plus souvent, pour une fibre plus courte. Merci, Josée. Wow, c'est vraiment un monde fascinant, le monde des lapins angora. Notre dernière experte des fibres inusitées, c'est Alexina de Lemlen, qu'on voit présentement en train de filer. C'est très le fun d'être à côté d'une fileuse, très calmant. Et je te laisse la parole pour nous expliquer quelle fibre tu nous as amenée et de quoi tu vas nous parler. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je suis là pour parler en fait du petit délaissé, dans le sens qu'il est considéré comme pas si spécial. C'est le mouton. Puis on a tendance à le sous-estimer, je pense. Le mouton, c'est un peu le meilleur ami de l'homme dans l'univers des animaux de proie. Fait qu'on a le chien, mais le mouton a tout autant suivi les civilisations humaines et s'est adapté et a été moulé aux cultures, aux géographies, aux besoins des gens. Et donc, on retrouve autant de diversité dans le mouton que l'on retrouve de langue chez l'humain. Alors, on a souvent tendance à juste voir un ensemble fixe. C'est une panoplie, c'est un spectre total qui vient. Alors, on peut avoir des moutons qui se comportent énormément comme la chèvre ou le kiviute, dans le sens que c'est là que, en t'écoutant parler, je me rends compte les environnements venteux ont tendance à emmener un animal à développer une fibre qui est semblable d'une espèce à l'autre. On va avoir cette espèce de manteau externe très rigide, très imperméable, qui vont être fabuleux pour faire, par exemple, du tapis. Au Moyen-Orient, souvent, les animaux qui ont des doubles manteaux, ils vont prendre plutôt la partie plus rustique pour avoir des objets qui durent. Et enfin, ils jetaient le sous-poil. Et là, on est en train de découvrir que le sous-poil, c'est donc bien merveilleux parce qu'on est dans cette espèce de mode de vie de luxe et on peut se permettre d'avoir ça parce qu'on va juste racheter autre chose si jamais ça brise. Donc, on a des moutons qui peuvent offrir ça. Par exemple, l'Islandais, parce qu'il habite sur une île, il y a beaucoup de vent, il fait froid, et donc il a son sous-poil et son manteau, et on peut séparer les deux, on peut filer ensemble, ça donne toutes sortes de choses spéciales à chaque fois. On a des moutons qui ressemblent aux petites bouclettes. Là, ces temps-ci, la mode, c'est les petits gnomes. On fait des petits gnomes, on met des petites barbichettes. Ces moutons-là vont être offrés. Souvent, c'est des moutons avec beaucoup de rôles. Ils peuvent offrir du bon lait, du bon fromage. Ils vont donner de la viande. Ils vont donner de la fibre. Donc, tout ça va permettre aux éleveurs à profiter au maximum de leur élevage. Parce que, veux pas, en ce moment, on est dans une ère de la mono quelque chose. Hein? Mono banane jaune, carotte orange, patate brune. En fait, il y a des centaines et des centaines de variétés de tout. Mais cette mono quelque chose-là permet d'industrialiser et de garder toujours les mêmes méthodes. Fait que mon rôle, c'est sûr que j'aime toutes les sortes de fibres, je les explore toutes, puis je regarde toutes leurs caractéristiques, mais dans le mouton en particulier, c'est proche de mon cœur parce que je rencontre les éleveurs, je rencontre leurs fibres, puis j'essaie d'aider les gens ici, localement, à comprendre qu'on n'est pas obligé d'aller acheter une laine d'ailleurs. On a tout ce qu'il nous faut ici, il y a plein d'élevages diversifiés. On peut avoir de la laine pour nos bobettes, puis on peut avoir de la laine pour nos tapis. Puis on peut avoir de la laine pour nos chandails l'hiver, soit à l'extérieur ou contre notre peau. Tout est là. C'est tout ici. Alors, on veut encourager, en fait, les industries à développer de l'équipement, de la machinerie qui est capable de transformer cette diversité-là. Parce que c'est juste ça, dans le fond. Vous avez une chose, parce que les machines sont juste capables de faire une chose. Les moutons, eux autres, ils viennent sous toutes sortes de formes. Je ne sais pas si vous connaissez, chez l'alpaga, historiquement, c'est très intéressant. Ils ont développé énormément de couleurs, de teintes, parce que justement, comme le mouton, c'est les humains qui développaient toute une variété. Bien, le mouton aussi, tu peux avoir toutes sortes de couleurs. On a eu tendance à génétiquement éliminer les couleurs pour avoir le blanc. Pourquoi? La teinture, la saturation.
C'est les variétés souvent considérées comme plus primitives. Quand on dit primitive, en fait, c'est qu'il y a eu moins de lignées consécutives pour amener à des changements génétiques. Donc, surtout les animaux sur les îles, on va retrouver des animaux qui ressemblent plus à ce qu'ils étaient il y a plusieurs milliers d'années. Donc, justement, les îles Shetland, on connaît le mouton Shetland, il est fabuleux. Il est beaucoup plus diversifié. Sur le mouton, on retrouve tout ce qu'il nous faut pour fournir à la maison. On a toutes les parties pour faire toutes les sortes d'objets qu'il faut au village. Et on va retrouver toutes sortes de couleurs. Ça, c'est tout le même mouton. Puis vous voyez des parties qui sont sombres, il y a des parties blanches. J'ai des longues mèches comme ça sur les fesses. Ça, c'est plus les pattes. C'est très, très diversifié. Après ça, on a fait non, je veux pouvoir teindre, puis je veux que ce soit toujours pareil pour que je n'aie pas de surprise parce que je suis un être anxieux et je veux assurer ma survie et je veux que chaque année, ça soit le même rythme pour que je puisse prévoir mes saisons. C'est normal, je pense. Fait que, dans le fond, là, on faisait des croisements, on travaillait pour arriver à une uniformité tout au long de la toison. Et là, on va retrouver, dépendamment où est-ce qu'on va, dépendamment combien il fait froid, chaud, humide, etc., des variétés de moutons. Fait que vous voyez, comme ça, c'est les bouclettes. Ça va être plus rigide, ça va être plus lustré. Ça, ici, ça ressemble à un petit bloc Lego. C'est un croisement Merino-Romney. C'est tout du Canada, là, ce que je vous montre. C'est tout des bergères, spécifiquement. Souvent, c'est sur les fermes, c'est beaucoup les femmes qui s'occupent des élevages. Et ces bergères-là ont fait des croisements parce que le Mérino, il n'est pas particulièrement adapté à nos climats canadiens. Donc, avec le Romney, qui est un mouton robuste, que souvent, quand les gens ils me parlent, ils disent « Ouais, c'est un petit peu... je trouve ça inconfortable un peu. » Tu croises les deux ensemble, puis tu vas avoir le meilleur des deux. Fait que l'animal va bien vivre, mais tu vas retrouver une finesse que tu n'as pas chez le Romney habituel. Fait que ça, c'est incroyable qu'on puisse avoir du Romney qui ressemble à ça. Là. Moi, je trouve ça spectaculaire. Mais lui, il va être très élastique, très doux. Donc, moi, mes bobettes, c'est avec ça. Puis ma veste, elle va être plus avec ça ici, ou mes bas. Le Shetland, mais comme je disais, je vais faire à peu près n'importe quoi. On a une multitude de variétés. Puis, ce que je veux, idéalement, c'est qu'on valorise nos éleveurs, qu'on valorise ce qu'ils ont choisi comme élevage, qu'on apprécie la subtilité de chaque mouton, puis qu'on emmène la production vers comment rehausser ses caractéristiques. Puis, par la même occasion, c'est de ramener ça le plus local possible, vraiment. Là, c'est mon rêve. Comme pour le Kivia, tu sais, comme tu disais, cette communauté-là, de s'approprier la fibre, on a en quelque sorte à réapprendre ça. Parce que c'est pas vrai qu'il y a un mouton à viande puis un mouton à laine. Une patate, c'est une patate, un mouton, c'est un mouton. C'est juste qu'il y a différentes sortes. On peut tout le temps faire une fibre à partir de tous les moutons, sauf celui là, qui n'en a pas de laine. Là. Il y en a un petit là, qui est utilisé pour manger, pour garder la tondeuse, pas de laine pour l'entretien. C'est fabuleux. Il y a des places qui... Je me souviens plus de cette variété-là. Je ne connaissais pas. J'en ai dans mon village. Fait que c'est ça. Fait que je vous encourage, quand vous allez dans les kiosques, là, demandez c'est quoi cette variété-là, qu'est-ce qu'elle fait. Il y en a qui sont plus longues, il y en a qui sont plus courtes. Quand c'est plus long, ça dure plus longtemps que quand c'est plus court. Quand vous vous intéressez à ça puis que vous posez des questions, ça montre un intérêt et ça va encourager justement les teinturiers, les filatures à s'ouvrir, à offrir aux éleveurs une place pour fournir cette variété-là. Parce que vous allez trouver de tout pour tout. Puis justement, on peut justement avoir la laine qui va venir aller avec l'angora, celle qui va aller avec le coton, on va avoir celle qui va avec le lin. On peut marier ça avec infiniment de possibilités et de créativité. Et puis, à partir de là, cette ouverture d'esprit-là va permettre à ce qu'on ne perde pas ces variétés-là, qu'ils ne disparaissent pas. Parce qu'historiquement, ils ont chacun leur histoire. Merci, Alexina, pour un très, très beau témoignage, très intéressant sur les moutons aussi. Est-ce que quelqu'un a une question pour Alexina? Ne soyez pas timide, là. Je sais que vous avez une question sur les moutons.
Ben, le Rambouillet est en fait une descendance du Mérino. Puis quand on dit Mérino, c'est une grande famille. Puis le Mérino, en fait, c'est le premier. C'est un peu comme les élevages de chiens, tous les élevages en général. Quand on donne des noms aux sortes, ça vient beaucoup avec l'embourgeoisement des choses, dans le sens que il fut à une époque des gens qui cohabitaient, qui étaient en symbiose avec un animal, et c'était ce qu'ils avaient localement près d'eux. Et ils faisaient avec ce qu'ils avaient, et avec des croisements, bien, ils arrivaient à raffiner ou mettre dans des directions. Et là, éventuellement, il y a eu les hiérarchies. Bien, ceux en haut, ils disent, ben moi, je veux le meilleur et je vais payer pour le meilleur. Alors, développer le meilleur pour moi. À ce moment-là, par exemple, en Espagne, ils ont créé une variété qui s'appelait le Mérino. Cette laine-là était disponible seulement pour la royauté. Et c'était la peine de mort, hein, si tu faisais... Si quelqu'un était pris en possession de laine ou d'un animal... En dehors du pays, surtout. Et il était... ça. Oui, il Fait mourait. Éventuellement, je pense que c'est dans le temps de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne a voulu remercier les États-Unis. Ils ont fait un cadeau de Mérino aux États-Unis. On a pu le développer. La France a pu aussi avoir accès. Et là, ça l'a ouvert. Et fait que là, on dit « Ah, Mérino, Mérino, Mérino » partout. Mais en fait, c'était la laine pour couvrir la peau de la royauté. C'était pas ce que le peuple utilisait. Et donc, c'était pas particulièrement durable. Et le Rambouillet a été donc un croisement en France. On l'entend, Rambouillet. Et on a développé une variété qui était adaptée au climat là, mais qui avait beaucoup des qualités du Mérino. Et on a développé toute l'industrialisation basée sur le Mérino. Mais le Mérino de la Nouvelle-Zélande n'est pas le Mérino de l'Espagne, n'est pas le Mérino du Canada, parce que le climat va affecter sa toison et toutes les lignées consécutives vont changer comme le langage. Hein? Quand on change, puis qu'on rencontre, ça évolue. Nous, notre accent est différent de la France. Puis Shawinigan, c'est pas Montréal. Puis c'est tout naturel, dans le fond. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Peut-être pour Alexina ou n'importe qui. Là, on a encore un peu de temps. Oui. Est-ce que le micro s'en vient? Bonjour. C'est au sujet des fibres qui sont courtes. Vous avez parlé de fibres plus courtes, mais est-ce que vous avez exploré la fibre végétale, l'asclépiade? Oui. Qu'on dit que l'asclépiade, c'est la soie du Québec. Oui, je l'ai oublié. Elle est à mon kiosque. J'ai, en ce moment, sur mon terrain, j'ai beaucoup... Ben, Myriam, peut-être, je ne sais pas si tu as exploré de l'asclépiade déjà? En mélange, Oui. ou sinon, la fibre de la tige est vraiment Oui. intéressante aussi parce que c'est Comme comme libérienne. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Ben, oui, effectivement. Ben, on a historiquement, je ne sais pas si vous avez vu un livre sur les femmes du Québec pour les jeunes. Puis il y en a, je me souviens plus de son nom, mais elle faisait des matelas avec l'asclépiade. Et puis oui, vous pouvez ramasser comme le coton, vous ramassez le morceau. C'est plein de petits. Il faut giner l'asclépiade, ce qui est de retirer la graine. Vous pouvez la garder pour les semences. Et ensuite, ben, elle reste pareille. Entre 4 ans plus tard, elle est exactement la même chose qu'elle était lorsqu'elle était mûre. Et c'est très, très court, c'est très glissant. Donc, effectivement, on va vouloir le faire dans des mélanges. Donc, aller chercher quelque chose qui a beaucoup d'élasticité, qui va retenir peut-être un peu de lanoline pour venir coller ça. Et souvent, ce qu'on fait, c'est on dit on va faire le sandwich. On va avoir une couche du liant, l'asclépiade, puis l'autre liant par-dessus, puis on va venir mélanger. Et ça va faire un peu comme un tweed, quand on utilise ce qui est la fleur. Ensuite, bien, la tige, c'est un peu comme le lin, le chanvre, c'est que la tige, elle a des filaments qu'on peut aller utiliser. Au niveau des propriétés, il reste encore beaucoup d'exploration à faire. On commence à avoir beaucoup d'industrie, mais c'est énormément de travail manuellement, mais ça vaut la peine d'explorer les caractéristiques. C'est très, 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 très chaud, effectivement, mais c'est très glissant. Oui. Oui. Mais je dirais que c'est surtout la texture glissante qui est le facteur limitant, là. Oh, pour l'industrie, oui. Oui. Pour l'industriel, oui. C'est ça. J'ai déjà supporté, j'arrive à former un fil 100% asclépiade, mais il n'est pas beau. Et parce que c'est court comme ça, il est composé de chaque extrémité qui sort de la torsion. Bien, quand je dis qu'il n'est pas beau, c'est pas vrai, là. Je veux dire, ça peut pas être texturé. Mais ce que je veux dire, c'est juste qu'il est imprévisible, mon fil. Donc, je passe beaucoup de temps à essayer de former le fil au lieu d'arriver à
visualiser mon projet final. Tandis que quand je viens le mélanger, ben j'ai une aisance, j'arrive à bouger comme j'ai envie au lieu de travailler à juste maintenir le fil en vie, en quelque sorte. Fait que, idéalement, ça va être de trouver... Puis j'aimerais que ça qu'on évite de faire tu sais, comme le cellulosique, souvent, dans les plantes, dans les matières de fibres, c'est qu'ils vont faire une soupe de cette matière de plante. Puis là, ben ça, c'est beaucoup de procédés chimiques. Ça peut avoir des... les rayons, les viscoses de tout. Là, Ouais, tout ce qui est c'est à base de plantes, c'est souvent très nocif environnementalement parlant. Le tencel n'est pas si pire. C'est comme ils ont pulpé la chose. Ils extrudent après. C'est ça. Un peu comme certains produits de soie. Ça va être la pulpe de soie. C'est les restants des cocons qui viennent faire. Mais ça, c'est beaucoup de transformation. Fait que l'asclépiade, j'aimerais ça qu'on évite ce procédé-là. Puis peut-être accepter de vivre à nouveau avec la texture. Parce qu'on est comme dans un mindset de perfection puis d'uniformité. Puis, je veux dire, il y a comme par exemple les Égyptiens ont longtemps... Le filage, c'était de faire de la texture. C'était d'y rentrer des plumes, puis de faire gros et large. Puis là, dans le fond, le plus que c'était texturé, le plus que tu avais une expression artistique. Donc, j'aimerais ça qu'on accepte de s'ouvrir à cette variété-là. Puis l'asclépiade, c'est peut-être une façon de se rendre vers ça aussi, effectivement. Merci, mais je pense qu'on va conclure la conférence. Bien, peut-être d'abord, j'aimerais ça que chacune d'entre vous, si vous voulez dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, Facebook, Internet, avez-vous un kiosque, donnez-vous des ateliers. Moi, je serais curieuse de savoir. Puis je suis certaine qu'il y a des gens dans le public qui aimeraient ça aussi, donc je vous redonne la parole. Moi, aujourd'hui, cet après-midi, je suis au kiosque de Irène Textile, si vous voulez me parler en vrai. Sinon, mon projet, c'est Habi Habi. Je suis assez présente sur Instagram. Sinon, j'ai un site un peu étrange, mais si vous êtes patient, vous allez trouver mon courriel aussi. Alors, moi, j'ai un kiosque ici. Je vais être là partie, mais je vais aussi me joindre au groupe de filage. Je vais apporter avec moi des trucs, des mélanges. Alors, s'il y en a qui veulent essayer des choses, je vais être là. Je vais même avoir de la fibre crue. Et sinon, moi, je dis toujours, c'est sûr que oui, je suis sur les réseaux sociaux, mais la meilleure manière de me rejoindre, c'est prenez ma carte, écrivez-moi un courriel, envoyez-moi un texto. C'est ça. J'ai déjà pris contact avec beaucoup de gens, ou en tout cas, j'ai donné l'information. C'est la meilleure manière de me rejoindre, soit pour avoir des informations ou avoir des... Il y en a qui ont des projets spéciaux de feutrage et tout ça. C'est sûr que, bon, j'ai un site Internet qui va à la vitesse d'un escargot et c'est très, très bien comme ça. J'ai de la fibre crue qui est disponible là, mais les choses, chaque chose, c'est... Chaque nappe, elle est unique. Donc, là, je passe les festivals, puis après ça, je mettrai des choses sur mon site Internet. Donc, moi, j'ai la compagnie Alexina X Lemlen, donc comme celle qui aime la laine ou celui qui aime la laine. On a un kiosque dans l'Arena. C'est celui qui est tout avec une structure en bois. En fait, on est fabricant de fuseaux, d'accessoires de filage et je travaille beaucoup au niveau de l'éducation de tout ce qui a trait avec le filage. Donc, l'achat de la toison, à la transformation de la toison, son nettoyage, le triage, jusqu'à emmener au produit qui est comme le plus délicieux pour filer. Parce que je veux démontrer qu'on est capable par nous-mêmes d'arriver à un résultat dont on est fier. Et qu'on n'a pas nécessairement, une fois on a ces connaissances-là, bien, on sait où est-ce qu'on s'en va là-dedans. C'est ça. Fait que je travaille là-dedans. J'ai un site qui s'appelle www.lemlen.com et vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram. Super, merci. De mon côté, je suis pas très, j'ai pas de kiosque ici, j'ai pas donné d'atelier. Vous pouvez me contacter pour avoir mon courriel, ça va me faire plaisir. Je suis sur Instagram aussi, parce que je montre des photos des ateliers que je fais dans le Nord, des tentatives. Moi, je suis beaucoup dans l'exploration. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le kievit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut teindre ça avec des plantes du Québec? Est-ce qu'on peut teindre ça avec des plantes du Nord? Donc, je suis pas mal là-dedans, mais ça va me faire plaisir si vous voulez me contacter. Je suis toujours heureuse de parler avec des passionnés de la fibre.
Et je voudrais conclure notre conférence en disant merci infiniment aux participants, des artisanes de grands savoirs. Ce sont des magiciennes de la fibre, des alchimistes de la laine. C'est génial de venir dans des événements comme ici, puis de savoir qu'au Québec, on a des gens qui continuent de conserver une expertise particulière. Donc là, c'est toutes des fibres du Québec dont on a parlé, des fibres inusitées qu'on qualifie parfois d'exotiques, mais ce sont des fibres du Québec. Et il y a des gens qui ont la passion, qui ont le temps, qui ont le goût de partager ce savoir-là, de les maintenir en vie, puis que ça grandisse, que le grand public s'éduque davantage. Donc, je trouve ça génial. Puis, je vous dis merci. Puis, je pense qu'elles ont droit à une bonne main d'applaudissements.